Bienvenue à cette conférence de présentation des résultats de la 4e édition du baromètre. Déjà 4 éditions. Ça fait 7 ans que l'autre cercle a lancé un baromètre pour pouvoir mesurer l'impact de la charte d'engagement LGBT+. Et on est ravis, très heureux et un petit peu surexcités à l'idée de vous présenter ces résultats. Ça fait 9 mois qu'on travaille sur ce projet. Et on a hâte, comme je vous le disais, de vous présenter les grands enseignements, les indicateurs clés qu'on a sélectionnés pour vous. Je suis Sylvie Recorbet, je suis en charge de diversité, inclusion, marque employeur et QVCT pour Alliance France, ce qui a complètement du sens. Alliance France, c'est une entreprise engagée depuis de nombreuses années sur les thématiques de la diversité, en menant des actions de formation, de sensibilisation. Nous avons aussi des réseaux d'échange et de co-développement pour nos collaborateurs. Et nous avons aussi, en appui de toutes nos politiques, notre groupe Alliance, qui est aussi très porteur de toutes les thématiques de diversité et inclusion. Ce qui remonte du baromètre, c'est aussi des situations très concrètes. C'est des situations très concrètes qui sont positives, mais c'est des situations très concrètes qui sont négatives. Et je pense que la manière de faire bouger les choses, c'est certes de valoriser les comportements positifs, mais c'est aussi de rappeler de manière systématique les comportements qui ne sont pas acceptables. Et le fait d'avoir ce baromètre, et justement des comportements concrets qui remontent auxquels on n'aurait pas forcément pensé par défaut, permet ensuite, dans la parole du top management, dans la parole du management, de rappeler, encore une fois de manière régulière et systématique, qu'il y a des situations, qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, et c'est aussi la bonne manière, je pense, de faire changer les choses. L'autre cercle est un partenaire extrêmement important de la délégation interministérielle que j'ai l'honneur d'animer, parce que votre rôle est déterminant. Lutter contre la haine anti-LGBT dans l'entreprise est vraiment quelque chose qui compte. Et ce partenariat, il est fort, il est sur la durée, puisque nous avons avec vous une convention pluriannuelle d'objectifs et nous y tenons beaucoup. Et ce que vous faites aujourd'hui avec ce baromètre qui sort tous les 2 ans est extrêmement utile. Parce qu'on ne peut pas lutter si on n'est pas capable de quantifier et de connaître. Et vraiment avoir ce baromètre qui montre, et j'espère qu'il montre que les choses avancent, progressent, eh bien nous permet de mieux travailler. Il est dans le sens du plan que la DILCRA conduit, de pouvoir quantifier et qualifier la haine LGBT et quantifier et qualifier ce que l'on peut faire de mieux, parce que bien évidemment il ne s'agit pas toujours de haine, mais parfois de discrimination en le sachant ou en ne le sachant pas. La discrimination et les violences subies au travail sont insupportables pour toutes les raisons qui sont celles conduites par la DILCRA, le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT. C'est pour ça qu'on va nous aussi travailler à tester, à quantifier pour avoir des éléments de combat de ces discriminations. Et je crois vraiment que la charte que vous portez, la charte d'engagement que vous portez, l'utilisation des rôles modèles, l'utilisation des alliés est extrêmement important. Nous avons reçu ce matin Johan Lemaire, qui dirige l'association Foot Ensemble et qui nous a raconté ce qui lui est arrivé dans un lycée de Troyes ces derniers jours, où il intervient régulièrement pour lutter contre l'homophobie dans le sport, et les réactions des élèves extrêmement violentes l'ont amené, pour la première fois en 15 ans qu'il fait ce type d'intervention, à quitter la présentation qu'il faisait devant l'opposition des élèves. J'ai vu à quel point, contrairement à ce que parfois on peut penser quand on habite les beaux quartiers, eh bien à quel point l'homophobie était encore extrêmement présente dans les têtes, et que ce combat était extrêmement important, et vous pouvez compter vraiment sur la DILCRA pour être, comme vous le dites, à la fois un rôle modèle et un allié pour combattre l'homophobie et les haines LGBT. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le délégué interministériel. Le premier temps fort, c'est un premier échange où on va présenter avec monsieur François Cros de l'IFOP les résultats de cette 4e édition. On va les commenter, on va les analyser ensemble. Et du coup, sans transition, François, est-ce que tu peux me rejoindre ?
Plusieurs questions. On va répondre à la première question, c'est quel est l'objectif de ce baromètre? Pourquoi on a lancé un baromètre? Et surtout, quelles sont les nouveautés et les grands enseignements de ce baromètre 2024? L'intérêt cette année, c'est non seulement que la consultation a été extrêmement large, on a eu environ 50 000 réponses dans les environ 80 organisations signataires, donc c'est un record, c'est un véritable succès, on est content, mais en plus, on a mis en place cette fois-ci un échantillon national représentatif de plusieurs milliers de salariés français, dont 1000 LGBT+. C'est la plus grosse enquête auprès d'un échantillon national représentatif. L'IFOP, le fonds recherche de l'IFOP, a participé à ce financement, car ce qu'on voulait, c'était que pour la première fois, l'intégralité des indicateurs de ce baromètre de référence que vous mettez depuis des années avec talent et détail et aussi souci, c'est aussi un élément de nouveauté. On a mieux pris en compte certains, plus des LGBT comme les pansexuels ou les asexuels, qui pour des questions d'historique dans le passé avaient du mal à être intégrés. Bref, on a quelque chose qui pour la première fois repose sur des données représentatives dans le cadre d'un échantillon national représentatif de salariés LGBT, ce qui est extrêmement complexe, on va dire, et coûteux à constituer. Je dirais que le climat au travail autour des sujets liés à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre n'a jamais été aussi progressiste, en tout cas dans les déclarations, c'est important, hein, aujourd'hui. On a le sentiment qu'il y a, je dirais, une atmosphère LGBT-friendly dans son entreprise qui est très largement partagée par les salariés français. Vous avez les 3/4 qui considèrent que leur propre organisation, entreprise ou établissement public est, on va dire, bienveillante à l'égard des LGBT. Mais attention, il y a toujours certains secteurs, hein, du salariat qui sont un peu plus, on va dire, critiques, notamment, en gros, dans les secteurs à forte dominante masculine. On pense par exemple au BTP, à l'industrie, ou alors au transport, et plus largement chez les ouvriers manuels qui sont, on le sait, constitués pour l'essentiel d'hommes. Deuxième enseignement, là où on voit qu'on a effectivement une sorte de perception positive de la part des employés françaises et français, on se rend compte que le climat est cependant moins favorable pour les employés transgenres et non-binaires, et donc sur les questions liées aux identités et aux expressions de genre. On le découvre ici, on a à peu près 5-6% d'employés françaises et français qui seraient mal à l'aise face à un coming out lié à l'orientation affective, là où on est plutôt à 21-16% lié à un coming out par rapport à l'identité de genre. Donc c'est un vrai bémol sur la perception. Bien sûr, tout le monde le sait, aujourd'hui, la question de la transidentité, de la non-binarité, c'est le cœur, le noyau dur du halo des discriminations LGBT-phobes. C'est le nouveau combat, même si les autres ne sont loin d'être finis, mais c'est lui qui est encore le plus clivant et qui rencontre le plus d'hostilité. On le voit, les gens admettent, c'est aussi bien qu'ils l'admettent, hein, aussi, qui sont mal à l'aise face à quelqu'un qui leur annoncerait qu'ils sont trans ou non-binaires. C'est une proportion qui est bien sûr plus forte chez les salariés plus âgés, plus masculins, qui ont un niveau de formation, de diplôme moins élevé. Mais voilà, globalement, si on voit le verre à moitié plein, on voit aussi qu'il devient marginal sur la question des gays ou des lesbiennes, et ça c'est aussi quelque chose qui peut être au moins positif. Ce qui est important, c'est que voilà, malgré l'évolution des mentalités sur le sujet, on a une majorité des salariés LGBT qui ont déjà entendu des expressions, des insultes comme enculé, PD, travelo, etc. Sur le lieu de travail. Hein. Voilà, on n'est pas au bar avec 2 degrés dans le nez. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? On est quand même sur le lieu de travail. Donc c'est toujours préoccupant d'avoir ce type de chiffres. Et ce qui est intéressant aussi, bien sûr, c'est que c'est nettement plus ressenti et identifié par les salariés LGBT, mais ça on le voit pareil quand on mesure les discriminations auprès des musulmans, auprès d'autres minorités. On est toujours beaucoup plus sensible, on retient beaucoup plus quand on est soi-même concerné par un dérapage de ce type. On le voit, hein, c'est encore là aussi plutôt les ouvriers, hein, qui sont beaucoup plus victimes de ce type de discrimination que les cadres. Et c'est aussi lié en général, hein, je vous dis, à un niveau de masculinité, d'ambiance très mono-genrée, et aussi de niveau de formation et de diplôme qui est spécifique à certains secteurs de type industrie, BTP ou construction. Mais ce que je retiendrai aussi pour cette question trans, hein, qui est quand même un des grands enseignements transversales
qu'on obtient Oui, voilà, complètement. dans toute l'enquête, c'est que ce que payent en fait les trans et les non-binaires, c'est la transgression de la norme de genre, notamment sur le plan vestimentaire ou stylistique, et que ce sont les hommes qui disent qu'ils ont une apparence féminine ou les femmes qui ont une apparence masculine qui sont les plus discriminés, qui sont les plus insultés, qui sont les plus menacés dans tous les domaines. Et ça, on voit bien que ce qui est accepté, ce qui est de plus en plus accepté, en gros, c'est la sexualité qu'on ne veut pas voir. Mais ce qu'on voit à partir du moment où on une sorte de trahison, non pas de classe, mais de genre qui vous a été assigné, c'est pour beaucoup quelque chose qui suscite encore de l'hostilité, voire des agressions. Et donc c'est pour ça que dans toute l'enquête, les trans et les non-binaires sont toujours les plus victimes. Troisième enseignement sur le climat au travail. Donc je vous disais la réalité d'un climat relativement LGBT-phobe, c'est au niveau des agressions qui sont persistantes et toujours préoccupantes. Alors oui, disons que ce climat plus en plus progressiste, on l'a dit en tout cas dans les déclarations, il est quand même, il va de pair avec un certain recul ou une certaine stagnation, on va dire, des discriminations et des agressions envers les LGBT. Vous voyez, les flèches sont toutes pointent toutes vers le bas. Notamment, on a quand même un recul assez significatif, moins 4 points des actes de violence physique, comme les gifles ou d'agressions sexuelles qui sont liées à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle. Bon, alors attention, parce que notamment dans les salariés qui sont en contact avec la clientèle, ils sont souvent surexposés, notamment les femmes qui ont des tenues légères ou à qui on impose au fait tout un certain habit et compagnie. Là, on a toujours des personnes qui sont beaucoup plus victimes d'harcèlement sexuel, de moqueries ou voire de violences de tout ordre. Mais on va dire que la tendance est plutôt à la baisse, et ça, c'est quand même un élément positif. Effectivement, si maintenant on rentre dans un focus, on reste sur notre focus lié orientation affective d'un côté, identité de genre, on voit que les personnes transgenres et non-binaires sont plus sujettes à agression. On voit presque 10 points supplémentaires au niveau de l'indicateur. Et tu le disais tout à l'heure sur les LGBT victimes, la notion d'apparence aussi est très importante et très, je dirais, source d'agression. Là où on voit que 68% des hommes d'apparence dite féminine, qui se définissent comme d'apparence féminine, contre 28% pour les hommes qui se définissent d'apparence masculine. L'écart est frappant et même édifiant. On va passer à la troisième dimension, la dimension qui est souvent l'indicateur qui est le plus attendu, le plus regardé. Alors on a fait exprès de le mettre en troisième pour que vous écoutiez bien jusqu'au bout. La visibilité des personnes LGBT+ au travail, comment ça se traduit en 2024 et aussi avec une perspective, comment ça évolue, François, depuis presque le premier baromètre, depuis 2018. Oui, alors c'est quand même, là aussi, je dirais, le troisième grand enseignement de l'enquête, c'est qu'on a une amélioration significative de la visibilité des LGBT salariés au cours, on va dire, des 8 dernières années. On atteint un taux de 60% qui se déclarent visibles auprès de leurs collègues. Et ça progresse aussi, mais de manière un peu moins forte, pour ceux qui sont visibles auprès de leurs supérieurs hiérarchiques directs. Voilà. C'est quelque chose qui est intéressant et qui est à remettre dans un contexte aussi, on l'a vu à l'époque de la réforme du Pacs, du mariage pour tous. On avait déjà un effet un petit peu, la législation évoluant, les mentalités ensuite évoluent parce que, au fait, ça légitime des modèles qui sortent de la norme hétéro-cisgenre et qui fait que ça les banalise à la fois dans la société et dans le monde du travail. L'engagement a un impact direct et positif sur la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, et la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Si on regarde déjà la perception des employés françaises et français, on a parlé tout à l'heure de 77%, cet indicateur passe à 93% pour les organisations signataires, soit 16 points de plus entre la moyenne des Françaises et des Français et les employés des organisations signataires. On voit la différence aussi en dessous dans le zoom entre personnes LGBT+, et non LGBT+, qui sont 94% pour les non LGBT et 87% tout de même pour les personnes LGBT+. Autre indicateur, la visibilité, plus 7 points
de visibilité dans les organisations signataires. On est à 67% de visibilité auprès des collègues pour les employés des organisations signataires de la charte. Et je vous parlais tout à l'heure de la différence de visibilité entre les ouvriers, les ouvrières et les cadres. Là, c'est assez notable. Les ouvriers et les ouvrières étaient à 51%. Ils passent à 69%, si je vois bien, dans les organisations signataires. Donc, l'impact semble assez direct et positif. Deuxième enseignement, toujours sur les indicateurs. Qu'est-ce qui se passe sur les discriminations et les agressions ? Sur les discriminations, c'est 5 points de moins en moyenne. 20% des personnes LGBT+ ont connu. Alors, on ne peut pas se satisfaire de ce niveau, ça reste d'un niveau élevé, mais on voit quand même qu'il y a moins de discrimination de la part de la direction. Vous le voyez aussi dans les proportions de victimes. Les indicateurs, les histogrammes jaunes sont quand même bien en dessous des histogrammes bleus. Et si on regarde au niveau des agressions, là, on va zoomer sur un acte d'agression qui est relativement grave, c'est les agressions physiques, où on est à 3% dans les organisations signataires contre 12% en moyenne France, donc 4 fois moins dans les organisations signataires. Donc, comme je vous disais, on ne s'auto-congratule pas sur ces chiffres qui restent quand même très élevés, mais on a quand même des signaux particulièrement positifs sur ces indicateurs. Depuis quelques années, et puis pour les actions les plus récentes, depuis un an, depuis le printemps 2023, la première action a été de rechercher à identifier et prendre en compte les réalités, les besoins des services, donc notamment au moment de la diffusion du plan cadre diversité à l'été dernier, en leur demandant d'élaborer très précisément des plans d'action, des feuilles de route, pour donc inscrire très concrètement les grandes orientations de ce plan national. Et pour cela, nous nous appuyons sur une trentaine de référents diversité qui sont dotés d'une lettre de mission signée par le chef de service et qui sont structurés au sein d'un réseau que le Bureau Égalité, Diversité, Handicap, dont j'ai la responsabilité, anime, professionnalise, donc en mettant à disposition des ressources, des appuis méthodologiques et puis des actions de sensibilisation et de formation. Très concrètement, avec l'association interne LGBT+, des ministères sociaux diversité sociale, nous avons élaboré un guide des bonnes pratiques LGBT pour les référents, pour leur permettre d'élaborer leur plan d'action. Donc, nous favorisons précisément l'intervention de diversité sociale, donc auprès des référents, auprès de l'ensemble des agents. Donc, cela s'est traduit par des projections débats, donc organisées à la fois donc sur les sites parisiens et puis au sein des régions et toujours en lien avec nos référents que nous nous efforçons donc d'activer au maximum possible. Et puis nous allons à leur attention déployer très prochainement un parcours de formation qui leur sera complètement dédié. Alors nous on a effectivement des actions un peu similaires, mais peut-être si je veux les singulariser. D'abord, la première chose qui a été posée en 2015 après la signature, c'est la création du réseau Pride France, puisqu'on en avait déjà aux États-Unis et en Angleterre. Aujourd'hui, on en a 32, voilà, dans le monde, qui se réunissent d'ailleurs tous les mois. Donc, on a un vrai groupe très international. On se réunit tous ensemble à peu près tous les 18 mois. Physiquement, donc la dernière fois c'était à Madrid, on était une centaine, avec un réseau Pride en Inde par exemple. La dernière marche des fiertés en Inde, c'était plus de 1000 collaborateurs qui ont participé à des conférences chez nous. Donc voilà, c'est important que ce soit pas uniquement un sujet qui soit porté en France. Vous me disiez aussi que la prochaine est en Pologne, c'est ça? Alors normalement oui, on est en train de l'organiser et on sera accueillis à Varsovie. Donc voilà, ça c'est important pour nous que ce soit porté d'un point de vue monde et pas uniquement France, puisqu'on est un groupe international. Et donc dans les actions, c'est de travailler ensemble. Moi je travaille pas toute seule. On a aussi des correspondants diversité, mais je travaille beaucoup avec les réseaux de collaborateurs. On a beaucoup travaillé avec l'autre cercle. On a beaucoup travaillé aussi avec d'autres entreprises parce que c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à faire de l'inclusion. Moi je peux pas savoir toute seule quels sont les besoins des différents. Enfin, on parlait de la transidentité, de la non-binarité. C'est des sujets voilà, il faut aller vers l'autre et savoir si ça correspond à ce qui est attendu. Donc, on travaille beaucoup avec nos réseaux de collaborateurs. On fait
enfin, toutes les sensibilisations qu'on réalise, on les co-construit ensemble, et on les fait tout au long de l'année. Donc, typiquement, depuis le début de l'année en 2024, on a fait une sensibilisation sur le sexisme, où on a travaillé avec Pride, parce que c'était important de parler du sexisme d'un point de vue autre que l'hétérosexisme hétéronormé. On voit beaucoup le sexisme dans une vision très hétéronormée, donc on a souhaité que Pride participe à cette vision moins hétéronormée du sexisme. Et puis la dernière qu'on a eue, voilà, je dis Martine parce que Martine est là, c'est mon ado change de genre, mon entreprise m'accompagne. Voilà, et ça, on a eu le témoignage d'une collaboratrice qui a parlé de la transition de son adolescent. Donc ça fait partie des conférences que l'on peut réaliser aujourd'hui. Les marronniers LGBT ne sont pas limités au 17 mai. Merci beaucoup pour cette précision, puisque ça, c'est un engagement qui doit durer toute l'année, un peu comme le 8 mars. C'est pas que le 8 mars, la journée des droits des femmes, c'est toute l'année. Je ferme la parenthèse. On verra dans 2 ans quand on va remesurer, plus un off que je n'évoque pas ici, puisque l'autre cercle ne fait pas de lobbying, mais fait de l'influence positive et insuffle des bonnes pratiques, des bonnes idées pour faire évoluer le système de l'intérieur. Et j'espère que sur les questions de transidentité, on arrivera dans les 2 années qui viennent à obtenir sur lequel nous travaillons depuis quelques années maintenant, parce qu'on est quand même, et je terminerai pour moi là-dessus, on est en 2024. On est juste en 2024. Ce sujet ne devrait plus être un sujet global. Qu'on traite des dysfonctionnements, il y aura toujours des gens racistes, antisémites, sexistes, LGBT-phobes. La question, c'est que dans le cadre du travail, qui est le seul endroit qui est safe aujourd'hui, on a quand même plus de 28% d'augmentation des violences à l'encontre des personnes LGBT+, dans le rapport de sexe-homophobie, et plus les réseaux sociaux, qui sont extrêmement violents. Le seul endroit qui est tenu aujourd'hui, où il y a des règles, où il y a des directives, où il y a un règlement intérieur, c'est le lieu de travail.